Il se passe quelque chose de fondamental en ce moment au Canada. On parle d'une des plus grandes transformations du système social, la protection de l'enfance autochtone. On est en train de basculer d'un modèle de contrôle par l'État vers un modèle d'autonomie gouvernementale pour les peuples autochtones. C'est une histoire complexe, c'est sûr, mais elle est essentielle pour comprendre le pays aujourd'hui. Allez, on plonge là-dedans. Tout part de chiffres qui donnent le vertige, vraiment. Imaginez un peu, les enfants autochtones, ça représente moins de 8% de tous les enfants au pays. Mais quand on regarde dans les familles d'accueil, ils sont plus de la moitié, plus de 53%. Cette disproportion, elle n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat d'un système et de toute une histoire. Et pour bien comprendre, il faut tout de suite mettre une chose au clair. La cause profonde de cette crise, ce n'est pas une question de compétence parentale. Non, c'est l'héritage, direct et toujours bien présent, de politiques coloniales qui ont été conçues pour assimiler et qui ont fracturé les familles et les communautés pendant des décennies. Alors voici comment on va décortiquer ce changement majeur. D'abord, on va se plonger dans la crise pour bien la comprendre. Ensuite, on va voir les bases juridiques qui ont permis le changement. Puis, on analysera la loi qui a tout déclenché, on verra comment la Cour suprême l'a validée, et enfin, on essaiera d'imaginer ce que ce nouvel avenir nous réserve. Allez, on commence. Première partie, un système en crise. On parle ici d'un système qui, bien trop souvent, a fait partie du problème plutôt que de la solution. Et le coût humain de tout ça, il est immense. Des politiques comme celle des pensionnats indiens, par exemple, ont laissé des cicatrices vraiment profondes. En arrachant les enfants à leur famille, on a complètement brisé la chaîne de transmission de la langue, de la culture, des savoirs parentaux. Ça a créé des traumatismes qui se répercutent encore aujourd'hui, de génération en génération. Et ça a aussi nourri des stéréotypes qui ont, à tort, justifié de continuer à retirer des enfants de leur milieu. Et puis, en 2016, il y a un véritable tournant. Ce n'est plus juste une critique sociale, ça devient une conclusion juridique, noir sur blanc. Le tribunal canadien des droits de la personne statue que le système est activement discriminatoire. La raison ? Un sous-financement chronique et délibéré des services de protection pour les enfants des Premières Nations, comparé aux services offerts à tous les autres enfants du pays. Et pour bien saisir l'ampleur du tort qui a été reconnu, ce même tribunal a ordonné une compensation de 40 000 $ pour chaque enfant et chaque parent qui a subi cette discrimination. Ce chiffre, c'est la reconnaissance officielle d'une injustice systémique. Bon, face à une crise d'une telle ampleur, comment on s'en sort? Sur quoi on peut bien bâtir une solution? C'est notre deuxième partie. On va voir que les fondements du changement reposent sur des principes de droits humains qui sont bien établis. Si on regarde sur la scène internationale, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones est très claire. Elle établit le droit à l'autodétermination, le droit de préserver sa culture, et un point absolument crucial, elle interdit le retrait forcé d'enfants d'un groupe pour les placer dans un autre. Et au Canada, tout ça, ça repose sur un article bien précis de la Constitution, l'article 35. C'est vraiment la clé de voûte de tout l'édifice. Il ne s'agit pas de créer de nouveaux droits, mais bien de reconnaître et d'affirmer les droits que les peuples autochtones ont toujours eus, y compris, bien sûr, le droit de s'occuper de leurs propres enfants. On passe à la troisième partie. C'est le moment où tous ces grands principes se transforment en une action législative, une loi concrète et vraiment puissante. En 2019, le Parlement du Canada fait un geste historique. Il adopte une loi qui va littéralement changer la donne. Une loi qui vise directement à mettre fin à la crise en transférant le pouvoir de décision des gouvernements vers les communautés autochtones elles-mêmes. Alors, le cœur de cette loi, c'est une idée clé, le droit inhérent. Ce que ça veut dire, c'est que la loi ne donne pas un droit aux autochtones de faire leur propre loi pour leurs enfants, non. Elle reconnaît qu'ils ont toujours eu ce droit, parce qu'il fait partie de leur existence même en tant que peuple. La nuance est fondamentale. En plus de ça, la loi met en place des normes minimales, un genre de filet de sécurité pour tous les enfants autochtones, peu importe où ils habitent. Des principes comme l'intérêt supérieur de l'enfant, le maintien des liens culturels et familiaux, ou encore l'égalité réelle, tout ça doit maintenant guider toutes les décisions. Quatrième partie. Évidemment, une loi aussi radicale, ça ne passe pas comme une lettre à la poste. Elle a été immédiatement contestée, et tout ça s'est retrouvé devant le plus haut tribunal du pays, la Cour suprême. Alors, les arguments, en gros, c'était ça. D'un côté, le gouvernement du Québec disait « Attention, le fédéral dépasse ses pouvoirs, ça c'est notre champ de compétences, à nous les provinces ». De l'autre côté, le fédéral et les groupes autochtones répondaient « Pas du tout, ça relève bien du fédéral, et surtout, on ne fait que mettre en application l'article 35 de la Constitution ». Et ça n'a pas traîné. La loi passe en 2019. Le Québec la conteste, et finalement, en février 2024, le verdict tombe. Unanime. La Cour suprême du Canada valide la loi. Entièrement. Point final. Le débat est clos.
Et dans son jugement, la Cour a utilisé des mots très forts. Elle a décrit la loi comme une avancée vers la réconciliation par voie législative. C'est une phrase qui en dit long. Ça nous dit que ce n'est pas juste une loi technique sur le partage des pouvoirs, c'est un outil pour réparer une relation brisée. Ok, le combat juridique est gagné. Mais concrètement, sur le terrain, ça change quoi? C'est notre 5e et dernière partie. On va voir comment on bâtit maintenant ce nouvel avenir. Le changement, il est vraiment tectonique. Ce que la Cour confirme, c'est une toute nouvelle réalité. Au Canada, il n'y a plus 2 sources de droit en protection de l'enfance, mais bien 3. Fédérale, provinciale et maintenant autochtone. Et c'est sur un pied d'égalité. Et pour être sûr que ce ne soit pas juste symbolique, la loi a un outil super puissant, la prépondérance. Ça veut dire quoi? C'est simple. S'il y a un conflit entre une loi autochtone sur le bien-être de l'enfance et une loi provinciale, c'est la loi autochtone qui gagne. C'est elle qui a le dernier mot. Alors, comment ça marche pour y arriver? Le processus est bien structuré. D'abord, une communauté dit officiellement « Ok, on veut exercer notre compétence ». Ensuite, elle négocie un accord avec les autres gouvernements pour s'assurer que les services sont bien coordonnés. Et enfin, sa propre loi entre en vigueur. Et à partir de là, c'est cette loi qui prime pour la protection de ses enfants. Et le résultat de tout ça, c'est qu'un peu partout au pays, des nations autochtones reprennent les rênes. Elles sont en train de bâtir leur propre système. Des systèmes qui sont basés sur leurs valeurs, leur langue et leurs approches traditionnelles du bien-être collectif. C'est un retour aux sources, mais avec les outils du droit moderne. La victoire en cours est immense, c'est vrai. Mais en fait, le vrai travail sur le terrain, il ne fait que commencer. La grande question maintenant, c'est comment on passe du papier à la réalité? Quels sont les défis financiers, logistiques, humains pour construire ces nouveaux systèmes? Et surtout, quelles sont les incroyables possibilités qui s'ouvrent pour le bien-être des prochaines générations? C'est tout un chapitre qui est en train de s'écrire, là, maintenant.